RCF. Réservé au XIXe siècle à une élite fortunée et cultivée ou à quelques aventuriers, le voyage s'est démocratisé depuis une cinquantaine d'années, avec notamment le développement de l'aviation. À l'ère des réseaux sociaux, inondés de photos de lieux incontournables, entre guillemets, qu'il faut absolument avoir vus si l'on ne veut pas avoir le sentiment d'être passé à côté de sa vie, eh bien nous sommes entrés dans l'ère du tourisme de masse, de la saturation de certaines villes et de certains sites naturels. Bienvenue dans le monde du voyage, consommation et distraction. Et puis, il y a quelques voyageurs pour qui le voyage, par contre, est une quête existentielle, un chemin de transformation, une forme d'initiation. Samuel Adrian, bonjour. Autant le dire tout de suite, j'ai beaucoup aimé votre livre, Une année sur la route, que vous publiez aux éditions des Équateurs. Récit, certes, d'un voyage de presque 1 an et demi sur les routes de France jusqu'à Vladivostok avec une vieille 204, une halte au Japon avant de parcourir les Amériques en vélo. Mais ce livre est bien plus qu'un énième récit de voyage. Il est un regard acéré, sans concession, sur notre monde en pleine mutation et sur les raisons qui nous poussent à voyager. Alors Samuel Adrian, au début de ce livre, vous écrivez « À 23 ans, on craint surtout de passer à côté de la vie ». Vous aviez peur de passer à côté de votre vie avant de vous lancer dans ce grand voyage ? Ah oui, bien sûr, c'est d'ailleurs un des motifs du voyage et une des raisons pour lesquelles on a envie parfois de partir, c'est qu'on s'imagine, parfois à tort, que le voyage va résoudre cette question de la vocation qui, de 18 à 25 ans, ou même d'ailleurs au-delà, peut être obsédante. Vous dites vocation pour au sens large. Au sens large du terme. Absolument. Celui de la place. C'est ce que je vais faire de ma vie. Absolument. Et donc, je trouve qu'effectivement, de 20 à 25 ans, c'est précisément peut-être l'âge où cette question se pose de manière la plus dramatique et parfois la plus violente, quoi. Et tout ça se mêle d'idéalisme et d'aspiration, parfois peut-être romantique, à l'aventure, mais il y a un côté chevalier blanc chez vous, j'ai trouvé, avec des valeurs chevaleresques presque. Oui, mais c'est assez encombrant en fait ce genre de valeurs, parce qu'on ne sait pas très bien quoi faire aujourd'hui de l'idéalisme. Est-ce que ça n'est qu'une espèce de rêvasserie inepte, romantique et assez sympathique, mais enfin sur laquelle il faut pas tabler en fait, vous voyez, ou est-ce que au contraire il faut prendre au sérieux cet idéalisme et est-ce que ça n'est pas à cet idéalisme qu'on doit les plus grands exemples que je sais pas moi de la sainteté, enfin en sainteté ou en philosophie, ce sont souvent des gens qui se sont accrochés à leur idéal de sagesse. Ou dans le monde de l'aventure aussi. Ou dans le monde de l'aventure, absolument. Vous parlez des pilotes de l'aéropostale qui vous ont fait rêver. C'était des hommes qui n'avaient pas un idéal spirituel, mais qui avaient un idéal humain. Ouais, tout à fait, et qui s'y accrochaient. Donc c'est une question qui m'anime beaucoup, celle de l'idéalisme, savoir que faire de son idéalisme, quoi. Et alors moi ce qui m'a intrigué, Samuel Adrian, c'est que vous aviez déjà vécu une première aventure. Oui. Là, nous allons parler de cette année, le titre du livre, Une année sur la route. Vous êtes parti en fait 14 mois. 15 mois, c'est ça. 15 mois. S'il n'y avait pas eu le Covid, vous auriez duré encore plus longtemps sur la route. Mais vous êtes parti avec votre cousin, Xavier, qui lui avait déjà eu sa première aventure, une longue marche au Maroc. Vous aviez eu votre propre aventure, un Paris-Jérusalem à pied. Absolument, oui. C'est déjà une aventure. Ça suffisait pas? Il fallait repartir encore? Tout à fait. En fait, mon ami Xavier et moi, on éprouvait le besoin assez fréquemment de repartir sur la route pour en fait justement avoir le voyage était pour nous comme une piqûre de rappel d'idéal, si vous voulez, et surtout une leçon de détachement. Et au retour du voyage, donc Xavier en revenant du Maroc et moi en revenant d'Israël, on a tous les deux constaté à quel point on se fait regagner rapidement par
je dirais par le consumérisme, par nos habitudes petites bourgeoises ou voilà. Et en fait, c'est très difficile de se raccrocher à son idéal quand on a vécu une très belle expérience de détachement et de liberté sur la route. Et de pauvreté, parce et que de vous, pauvreté, absolument. Vous partiez sans rien. Ouais. Et absolument, c'était d'ailleurs je dirais le principal but de ces premières aventures pour Xavier et moi. Alors c'était des aventures solitaires, on les a fait chacun de notre côté, mais c'était une expérience de détachement. Et là, qu'est-ce que vous vouliez vous prouver ou prouver en partant tous les deux, mais cette fois-ci avec une 204? Alors c'était toujours les mêmes motifs qui nous poussaient à partir, mais c'est vrai qu'il s'y mêlait je dirais le désir peut-être un peu boy scout de vivre une aventure assez adolescente autour du monde et entre amis. On avait aussi, on a toujours une grande admiration pour certains voyageurs qui nous ont précédés et qui ont vécu entre 20 et 30 ans une expérience de voyage initiatique, voilà, et on voulait... Vous pensez à qui, par exemple? Parce que moi, je pensais à Nicolas Bouvier. Absolument, voilà. Je pensais avec précisément... voiture, tous les deux, voilà. J'ai pensé à Nicolas Bouvier. Absolument, c'est un peu une référence pour Xavier comme pour moi. Et on s'était toujours dit, et depuis l'adolescence, on s'était toujours dit qu'un jour, on ferait un voyage ensemble, si vous voulez. Et donc... on s'est aussi... Parce qu'en vous lisant, c'est vrai que j'ai pensé à Nicolas Bouvier. Et son usage du monde, dans votre manière d'écrire, mais aussi dans votre manière de percevoir le monde, de le regarder, sans chercher à montrer uniquement les beaux côtés du voyage. C'est en ça que votre livre est vraiment intéressant, parce que vous n'êtes pas dans un récit de voyage comme il en existe des centaines et des centaines. Certes, on vous suit dans votre périple, mais on vous suit dans votre transformation intérieure au fur et à mesure que ce voyage avance. Oui, c'est là où Nicolas Bouvier est une référence incontournable, c'est qu'il ose voir le monde tel qu'il est. Et en réalité, les récits de voyage, ça n'est pas toujours le cas. En réalité, ce sont souvent des récits de divertissement qui font rêver et qui apportent au lecteur ce qu'il attend, c'est-à-dire justement un bon divertissement, puis de l'aventure, quoi, et puis des anecdotes, mais au cours de la route, dans l'aspect très concret du voyage, quand on relit son journal de route, en fait, si on veut être fidèle un petit peu à la réalité du vécu, on se rend compte que le voyage, il y a toute une part d'ombre du voyage qui est que le voyage peut être ennuyeux, qu'il peut être routinier, qu'il peut, loin de nous amener à faire de belles rencontres, en fait, que dans la majeure partie des cas, on fait aussi des mauvaises rencontres, on se confronte parfois à ce qu'on a voulu fuir, c'est-à-dire des villes également gagnées par la publicité, le béton, le consumérisme, etc. Donc il y a on peut revenir d'un voyage en fait très atteint, en fait, justement, et très amer. Et ça, on ne le dit pas souvent. Et non, en tout cas, pour ma part, je ne l'entends pas beaucoup. Mais c'est une des surprises de ce voyage, c'est que précisément, on était parti le cœur gros d'espoir et d'idéalisme. Et il faut avouer qu'on en est rentré assez amer. Visage, Thierry Lyonnais. Alors Samuel Adrien, on va revenir sur ce parcours, cette année de voyage sur la route que vous avez vécu avec Xavier. Vous dites le tourisme était la moindre de nos priorités. Alors effectivement, j'avertis les lecteurs, si vous vous plongez dans ce livre, vous n'allez pas avoir des belles descriptions de toutes les villes que vous avez traversées. Dieu sait si vous en avez traversé des belles. Mais quelle différence vous faites entre le tourisme et le voyage ? Le tourisme, dans son premier sens, est une belle manière de voyager. Les premiers touristes au XVIIIe siècle se rendaient en Italie ou en Grèce pour parfaire leur culture classique et pour apprendre. En réalité, le voyage était un moyen d'apprendre. Ce qu'on appelait le grand tour. Le grand tour, absolument. Le problème, c'est ce qu'est devenu le tourisme, et d'une manière assez inéluctable. Je ne sais pas s'il y a de causes. Enfin, il y a l'industrialisation, il y a l'explosion démographique, mais enfin, le tourisme est devenu en fait un divertissement. En réalité, un divertissement de masse. Et c'est en ce sens que je dis que le tourisme était la moindre de nos préoccupations. C'est qu'on prenait le voyage très au sérieux et ce n'était pas du tout un divertissement ou une espèce de parenthèse, comme on dit après les études, mais une manière d'essayer de vivre un idéal de détachement à fond. C'est ce mot toujours qui revient, oui, détachement. Oui, absolument. Parce que pour mon ami Xavier comme pour moi, vous savez, on est toujours déterminé par les modèles qu'on se choisit
plus ou moins consciemment pendant l'adolescence. Et c'est vrai que certaines des grandes figures spirituelles qui nous ont marqués nous ont frappés par leur détachement. Je pense au père de Foucault, je pense à François d'Assise, je pense, effectivement, donc là, ce sont des saints. Alors moi aussi, j'ai les références de la Grèce antique. Je suis très frappé moi par la figure de Socrate que je trouve absolument bouleversante et qui justement était un homme très très humble qui marchait pieds nus dans son manteau dans les rues d'Athènes et qui parle souvent de la pauvreté, notamment dans l'Apologie. Donc effectivement, ce détachement pour nous, ça n'est pas qu'un détail. Et puis après tout, ça n'est pas étonnant que des gens de notre génération en parlent si souvent, puisque on est depuis qu'on est gamin, on est gavé, si vous voulez, de publicité et donc ça n'est qu'une réaction naturelle, si vous voulez. C'est presque l'excès inverse, quoi. On a envie de se dépouiller. C'est assez anticipable. Ouais. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dès votre départ, alors on vous imagine tous les deux jeunes Français de 20, vous avez combien, 23, 24 quand vous êtes partis? 24. Quand on est parti, 24 quand vous êtes partis. Vous étiez au volant de votre vieille 204. Vous arrivez à Verdun. La première halte, c'est Verdun. Et j'ai trouvé ça très intéressant qu'en fait, vous n'avez pas visité Chartres et la cathédrale de Chartres, vous arrêtez à Verdun, un lieu où des milliers de jeunes de votre âge ont trouvé la mort. Vous l'avez fait intentionnellement? Oui, absolument. En fait, on partait plein est et immédiatement on s'est dit, en fait, ni lui, ni mon ami, ni moi n'étions allés à Verdun. Et on s'est dit, ce sera notre première étape. Il faut que ce soit notre première étape. Et pourquoi Parce que, pour ma part, j'ai toujours été frappé par l'omniprésence en France des monuments aux morts et qui sont tellement d'ailleurs présents qu'on ne les voit plus d'ailleurs. Et moi, ça me frappe en fait de prendre conscience tout simplement que tous ces noms d'anonymes qu'on voit gravés sur nos monuments, c'est quand même des gens qui, de gré ou de force, parce que bon, c'était la proscription donc parfois, la mobilisation, mais ils ont donné la vie quoi pour qu'on puisse nous connaître la paix précaire, mais la paix qu'on est en train de vivre. Et donc en fait, je trouvais important de retourner dans ce lieu de mémoire pour essayer de prendre la mesure de ce sacrifice, quoi. Et puis je trouvais que ça donnait une première note à ce voyage, comme première étape. Grave comme note. Oui, grave, mais justement, au contact de la mort. Ça va directement là-dessus de ce que je vous ai dit, de notre besoin assez juvénile de prendre ce voyage très au sérieux, quoi. Mais alors Samuel Adrian, beaucoup de jeunes aujourd'hui partent en voyage. C'est impressionnant. Moi, j'ai la chance de me déplacer beaucoup pour mon travail, mais aussi pour l'amour du voyage. Je vois des milliers de jeunes qui prennent une année sabbatique, comme on dit, pour voyager autour du monde. Le voyage est presque devenu un passage obligé aujourd'hui. Vous avez rencontré des jeunes qui voyageaient sur la route? Oui, on en a rencontré. Alors, pas tant que ça, puisque en fait on fuyait justement les lieux trop touristiques et on était souvent dans des endroits où comme on dit, il n'y avait rien à voir, mais c'est précisément pour moi les endroits où il y a beaucoup de choses à voir. Vous êtes parti pays de l'Est et traversé la Sibérie jusqu'à Vladivostok, première étape, on va dire. C'est sûr que là, il n'y a pas beaucoup de touristes qui préfèrent aller en Thaïlande, faire la fête ou à Goa. Beaucoup de jeunes. Non. Donc effectivement, on en a peu rencontré, mais c'est vrai qu'assez fréquemment, on rencontrait d'autres voyageurs qui étaient, disons, dans d'autres dispositions que nous. Et c'était amusant parce que dans nos dialogues, dans ces rencontres-là, il y avait toujours une espèce de quiproquo en fait, parce que en fait assez vite, on ne parlait pas de la même expérience ni du même voyage. Il y avait le même terme, de fait nous étions tous voyageurs, mais nous n'entendions pas le voyage de la même façon, parce que je peux paraître sévère en disant ça, mais en tout cas ces gens-là qu'on rencontrait, ces jeunes gens qu'on rencontrait retrouvaient à l'autre bout du monde ce que nous fuyions en réalité, la fête, parfois le bruit et l'agitation, tandis que nous, c'est vrai qu'on campait, plus on s'éloignait des villes, plus on était heureux. Et donc voilà, effectivement il y avait un... Et comment vous comprenez, je dirais presque ce passage obligé aujourd'hui du voyage chez beaucoup de jeunes? Je pense qu'il y a en fait, comme beaucoup de choses aujourd'hui avec les réseaux sociaux, il y a des phénomènes de frustration et de jalousie qui prennent une taille considérable, parce que chacun se compare, chacun envoie, tout le monde se fait sa petite vitrine sur les réseaux sociaux, et il suffit de voir que les 2/3 de la bande de copains se sont pris en photo un jour sur telle plage ou sur telle... Donc ça finit par susciter une espèce de frustration, et ça devient en fait effectivement une espèce de passage obligé. Et puis avec ça, il y a il y a aussi tout le développement du voyage low cost. Enfin, c'est un plaisir et c'est un luxe qui est en fait aujourd'hui à la portée de plus de gens qu'il y a 50 ans. Et voilà. Et donc ça devient
un divertissement, quelque chose de plus accessible et de. C'est plus un rite initiatique, c'est plus ça un l'est voyage toujours, de transformation toujours, mais c'est profonde. difficile c'est difficile d'en faire un c'est pour ça que vous êtes parti sans téléphone portable. Et bien sûr, vous n'étiez pas sur Facebook. Non, justement, mais c'est une bonne question. Enfin, en fait, il est toujours possible, en fait, de faire du voyage une expérience initiatique et une expérience même de conversion intérieure. Mais ça demande certains sacrifices, en fait. Et ça semble fou aujourd'hui, quand on a 20 ans, de partir sans téléphone portable. Je trouve ça fou que ça semble fou. C'est-à-dire que c'est souvent, d'ailleurs, nos parents ou des gens qu'on connaissait qui d'une certaine génération qui s'en étonnaient. Et alors moi, je trouve ça extraordinaire parce que je répondais par exemple à mes parents que cette génération ne devrait pas s'étonner puisque eux-mêmes étaient habitués lorsqu'ils avaient notre âge à vivre sans portable et donc vous écriviez des lettres comme autrefois. Ouais, absolument. Vous écriviez à vos parents pendant 15 mois, vous avez écrit des lettres. Voilà. Vous n'avez pas téléphoné une fois à vos parents. Sur la toute fin, je raconte d'ailleurs, sur la fin, oui, j'ai téléphoné pendant la période du Covid, avant le retour forcé, en réalité. Mais oui, non, on faisait, justement, comme Nicolas Bouvier, c'est-à-dire assez régulièrement des postes restantes. C'était les alliances françaises qui nous servaient de postes restantes. Et d'ailleurs, c'était une joie extraordinaire quand on n'a pas entendu la voix de ses parents depuis des mois ou de ses proches et de ses amis, d'arriver à Vladivostok et d'aller voir l'Alliance française qu'on a contacté en amont par mail et de tomber sur ce paquet de cartes et de lettres de vos amis, vous savouriez ça. Ah oui, c'est extraordinaire, vraiment. Et j'ai beaucoup aimé à un moment, vous êtes au Mexique, ça c'est l'autre partie du voyage, on va parler de cette grande traversée de l'Asie pour arriver à Vladivostok, après Japon, et puis ensuite vous avez décidé de faire toute la descente de l'Amérique du Nord vers l'Amérique du Sud en vélo. Et au Mexique, quelqu'un voulait absolument vous photographier, vous mettre sur... Et puis vous dites, nous ne sommes pas sur les réseaux sociaux. Et là, vous écrivez, il ne comprend pas. Il n'est pas loin de nous le reprocher. Vous pourriez partager votre expérience. Mais nous n'aimons pas trop ce terme de partage qui fait passer insidieusement le narcissisme pour de la générosité et le conformisme pour une vertu. Vous n'aviez pas envie de partager votre voyage pendant que vous le viviez ? En fait, bien sûr que si. En fait, et d'ailleurs, un voyage vécu pour soi seul, c'est assez mesquin. Il faut, dans une certaine mesure, essayer de le partager. Seulement, c'est sur les manières de partager le voyage que je suis pas forcément d'accord avec, je sais pas moi, avec les façons dont on le fait aujourd'hui. Ce partage immédiat, pour moi, n'est pas vraiment un partage. Il faut, avant de raconter une aventure, attendre que ça se décante un peu en nous pour en tirer la substantifique moelle et faire le tri un petit peu de ce qui a de la valeur et de ce qui n'en a pas. Et puis, dans une humble mesure, essayer de tirer le sucre de cette expérience pour le raconter. Donc pour moi le partage par le livre. C'est ça, par le livre par exemple. Mais le partage vient dans un second temps en fait. Dans un premier temps, il s'agit de le vivre. Et si on vit sans cesse avec une espèce de caméra GoPro ou de portable branché sur soi pour justement on n'est plus dans le vécu en fait. On ne vit plus à fond. On est déjà dans la mise en scène, et je trouve que ça change la nature même de ce qu'on vit. Enfin, ça change complètement l'expérience quoi. Et alors je suis pas en désaccord avec le fait qu'il faille partager, mais c'est cet usage de partage par les réseaux sociaux que je trouve très sournois et en fait très très manipulateur. Samuel Adrian, en vous écoutant, on sent que vous avez voulu voyager d'une manière qui était celle des voyageurs du XXe siècle, finalement, il n'y a pas si longtemps, oui. Qu'il y a une forme d'éloge de la lenteur aussi dans votre voyage.
au lieu de faire un tour du monde rapidement, Ouais. vous avez choisi de voyager avec cette vieille 204, d'aller doucement, de vous arrêter dans les villes ou dans les forêts. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, ce mot de lenteur? Et pourquoi cette lenteur est précieuse? C'est un besoin pour Xavier comme pour moi, presque vital, quoi. Déjà parce que quand on voyage trop vite, on ne voit rien. Enfin, ça, c'est une évidence. Et puis parce que on avait suffisamment voyagé avec mon cousin pour voir que les rares expériences de rencontres ou très marquantes que nous avions vécues, on le devait précisément à la lenteur. Les voyages qu'on avait faits auparavant étaient des voyages à pied. Et par conséquent, l'objectif était de prendre le moins d'avions possible et de fuir les villes. Pourquoi fuir les villes? Parce que les villes, dans les grandes villes, il est presque impossible, je trouve, de faire des rencontres. Chacun est un peu enfermé dans la bulle de ses préoccupations, de ses soucis, dans le rythme trépidant de sa vie de citadin. Et le voyageur qui débarque, si vous voulez, on n'a pas un regard pour lui, ce qui est à la fois affreux et normal, malheureusement. Et en fait, c'est loin des villes, le plus souvent, que le voyageur pourra rencontrer des gens disposés à l'accueillir et qui pourra vivre des véritables rencontres. Et ça, c'est ce que vous avez vérifié? Oui, absolument, absolument. De toute façon, c'est pas compliqué. Même, je sais pas, une ville comme Paris, un pèlerin qui débarquerait avec son sac à Paris et qui demanderait l'hospitalité, ce serait pas évident. En revanche, il se rend dans un petit village ou il aura peut-être des mauvaises surprises, mais je pense qu'il se trouvera plus probablement une bonne âme pour l'accueillir ou pour le faire dormir dans une grange, c'est ce que vous avez expérimenté lors Absolument. de votre pèlerinage à Jérusalem. Exactement. Seule la lenteur permet ce genre de rencontres qui sont une des richesses du voyage. Mais vous avez quand même fait le choix de partir en voiture au début, puis ensuite en vélo. Ouais. Vous vouliez ralentir encore et Absolument. Après vous alliez abandonner le vélo pour finir à pied? Absolument. C'était à gros traits, c'était le projet du voyage. On part motorisé comme justement Nicolas Bouvier, et puis on troque notre vieille 204 pour une paire de vélos. Ce que vous avez fait. Exactement ce qu'on a fait. Et dans un troisième temps, le retour en Europe, on comptait remonter l'Italie puis la France à pied. Ça ne s'est pas fait à cause du Covid, donc on s'en est tenu au vélo. C'était déjà merveilleux. Vous êtes arrêté en Amérique centrale. C'est ça, absolument. Honduras. Ouais, absolument. Et puis là, les frontières sont fermées, donc ça a été tout un bouleversement. Alors Samuel Adrien, on va regarder quelques-unes de vos expériences, puisque ce voyage a été quand même énormément marqué par des expériences, par des rencontres. On va essayer de faire ressortir quelques-unes de ces expériences. Moi, c'est votre description d'Istanbul qui m'a frappé. On va commencer par cette grande ville, puisque là, vous arriviez avec votre voiture dans cette grande ville. Vous êtes écrasé par le gigantisme d'Istanbul. Et au lieu de nous décrire Sainte-Sophie, par exemple, ou Topkapi, comme l'auraient fait beaucoup de voyageurs, vous allez dans un quartier qu'on appelle Kadikoy, sur la rive asiatique. Et là, voilà ce que vous écrivez. Il y a là une rue Auge, envahie par les tables et puant la graille. Ici, on ne dîne pas, on bouffe. D'où vient-elle cette quantité extraordinaire de viande ingurgitée à chaque instant? De quel poulet cette cuisse a-t-elle été la cuisse? Nos mâchoires en auront-elles jamais fini de mastiquer? Nos estomacs de digérer? Nos culs de déféquer? Et dans quelle mer iront-ils se jeter nos centaines de millions d'étrons? Point d'interrogation. La ville, hideuse ou infrerie. Alors je rassure les auditeurs, tout le livre n'est pas que sur ce ton-là, mais j'ai pris cet exemple-là, parce que Topkapi, Sainte-Sophie, rien. Kiryat-Jami, rien. Par contre, ça. Pourquoi ça? Et qu'est-ce que ça dit? C'est pas du tout simplement par des désirs de provoquer ou de prendre le contre-pied. Je me suis émerveillé aussi devant ces grands lieux d'Istanbul, mais j'ai trouvé que c'était une ville tellement étendue, tellement immense, tellement tentaculaire, qu'à plusieurs reprises, j'avais presque une espèce de vertige devant cette concentration humaine.
pour le coup, la métaphore de fourmilière enfin, c'est une espèce, c'est même plus qu'une fourmilière, si vous voulez. Il y a quelque chose d'effrayant. Et quand vous rentrez dans ces rues très animées d'Istanbul le soir, dans ces rues où effectivement il y a de la bouffe partout, si vous voulez, vous avez parfois des espèces de prises de conscience vertigineuses. J'imagine que ça va être la même chose à New York ou dans ces grandes mégalopoles, où le royaume de la bouffe, exactement, de la grande bouffe. Et puis coupé complètement d'ailleurs de la nature, en fait. On est entre des immeubles de béton, éclairés par les néons, et on a ce spectacle étonnant de milliers d'individus qui s'empiffrent, quoi. Et d'ailleurs dont on fait partie, parce qu'on est allé ici parce que c'est animé et qu'on voulait trouver une petite table pour voilà, donc on finit nous-mêmes par commander un truc et là c'est assez Mais quoi, c'est à l'image de notre monde, de cette transformation du monde dans les villes, de consommation, mais de consommation à l'extrême. Oui, ouais, je ne sais pas quel était l'aspect des grandes villes au Moyen-Âge. Je pense qu'il y avait des spectacles qui devaient être analogues à ce que j'ai pu voir. Mais là, ce sont dans des proportions qui ne sont jamais vues, si vous voulez. Ce sont des millions d'individus qui sont entassés les uns sur les autres. Et donc, ça donne tout simplement le vertige, quoi. Et c'est vrai que ça renvoie une image pas forcément très riante ou très noble de l'animal humain, quoi. Ça c'est sûr. L'animal humain, vous l'avez rencontré parce que dans votre voyage, vous avez fui souvent les villes, notamment en Sibérie. Vous avez fait cette grande traversée avec votre 204. On se demande comment elle a tenu jusqu'à Vladivostok. Là, vous vous arrêtiez parfois dans la forêt. Mais vous dites, même les forêts, même les steppes, elles sont pas aussi hospitalières que ça. Hein. La description de la steppe, c'est pas idéal non plus. La steppe. À nouveau, en fait, dans tout voyage, il faut faire la part du rêve. Et alors, il y a parfois des mots comme ça. Il y a 3 siècles, voire plus, de littérature qui nous ont habitués à rêver sur ces mots. Steppe, Sibérie, sont des mots qui sont en fait tout gonflés de rêverie, en fait. Mais tout récemment, hein, Sylvain Tesson nous a fait rêver, rêver des milliers de lecteurs avec sa Sibérie et donc, sa traversée de la Sibérie. Ce sont des mots enchanteurs. Et vous n'êtes pas enchanté par ça? C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, pour prendre les choses de manière très concrète, quand vous essayez de camper, par exemple, dans une forêt loin de toute ville en Sibérie, c'est tout à fait possible, mais vous êtes assailli par des nuées de moustiques et de taons. Il faut une combinaison spéciale, il faut allumer 3 feux pour, grâce à la fumigation, éloigner les insectes. Il faut une demi-heure, 3/4 d'heure pour installer le lieu de camp. Donc je suis pas du tout en train de m'en plaindre, hein. Au contraire, vous l'avez fait. On l'a fait et on était très content de vivre ça, et c'est tout à fait normal. Mais simplement, c'est un exemple. Voilà, absolument. Voilà, c'est un exemple pour dire que la nature n'est pas paradisiaque. Non, elle est hostile, elle est désagréable, et il faut s'en garder, il faut s'en protéger. Et très concrètement, ça fait une aventure qui, au quotidien, est une expérience désagréable, si vous voulez, quelque chose une épreuve, et donc. Si vous voulez, ce sont des beaux mots, steppe, désert, etc. Mais quand on les traverse, quand on les connaît, on sait que ce sont aussi des réalités hostiles et qui peuvent vous accabler. Et d'ailleurs, les gens qui habitent là-bas ont la vie dure. Enfin, ce sont des vies qui sont infiniment plus dures que ce que nous connaissons dans les pays tempérés. Et vous dites que la plupart des gens veulent partir de ces lieux-là. Oui, absolument. Toutes les villes de Sibérie que vous avez traversées, vous avez rencontré des gens qui ne rêvent que d'une chose, c'est de partir. Absolument, ouais. Et qui ne peuvent pas. Non. Il y a un passage où vous décrivez ce que vous racontent des habitants de Sibérie qui ne peuvent pas partir, ils se sentent piégés. Ouais, absolument. Ça, c'est extraordinaire, le nombre de rencontres qu'on fait de ce que j'appelais les gens coincés, en fait. Et d'ailleurs, par contraste, nous, on se sent complètement privilégiés, et on l'est de fait, c'est-à-dire que on a une impression de facilité, on glisse d'une frontière à l'autre simplement parce qu'on a un passeport français sans aucune difficulté, et on tombe sur des gens... Privilège des Occidentaux riches avec leur passeport. Mais dont on ne prendra jamais suffisamment confiance. Enfin, c'est inouï. Et on tombe sur ces gens qui, c'est tout le contraire, en fait. Ils ne font sans cesse l'expérience d'un blocage, ils ne peuvent pas, et ensuite aussi pour des raisons économiques, donc c'est terrible, quoi. Visage RCF. Samuel Adrian, vous faites des rencontres très émouvantes. Moi, j'ai beaucoup aimé Elena. Ah oui. Vous êtes à Ekaterinbourg, en Sibérie, et vous rencontrez cette femme qui a connu le communisme. Elena, elle a quel âge? Elle a une petite cinquantaine d'années. Donc elle a connu les dernières années du communisme. Et vous êtes émerveillé par son courage. Ah oui. En fait, ce sont c'est toute une génération en fait de femmes et d'hommes qui ont vécu une enfance en fait justement de pauvreté pour le coup.
voire de misère, qui ensuite dans l'adolescence et à l'âge d'adulte ont connu le chaos des années 90, qui sont des années en fait d'anarchie et de violence. Et donc ça vous constitue une certaine trempe d'individus qui sont capables d'accueillir n'importe quelle épreuve avec une résilience et une force absolument fascinante, si vous voulez. Et cette Elena en faisait partie. Elle était forte, mais vous savez, comme souvent sont les gens qui ont une authentique force, c'est-à-dire que c'était pas le visage volontaire, le front contracté dans un effort de volonté complètement dingue. Au contraire, elle était tout en tranquillité, en douceur. Et cette femme qui ne payait pas de mine avait déjà affronté un nombre d'épreuves considérable et pouvait s'attendait à tout. Et elle savait subir. Exactement, elle savait subir. C'est la grande vertu je dirais de deux des peuples que nous avons rencontrés, la Russie et puis le Japon, où subir dans ces pays-là n'est pas un mot, je dirais, dégradant. Au contraire, c'est une vertu. Tout comme le terme se résigner. Se résigner aujourd'hui, c'est une abdication, c'est une défaite. Dans ces pays-là, c'est au contraire la source de toute sagesse, si vous voulez. Mais Samuel Adrian, ce qui est intéressant, c'est que vous avez rencontré aussi la fille d'Elena, Svetlana. Et vous la décrivez comme ça dans votre livre. Nous fîmes la connaissance de Svetlana, la fille d'Elena âgée de 14 ans. Ce n'est pas un fossé, mais un gouffre qui sépare ici les parents et leurs enfants. Ils n'ont pas grandi dans le même monde. Ils n'ont pas reçu la même éducation. Ils n'ont ni le même credo, ni les mêmes désirs. Les premiers ont connu le bourrage de crâne de la propagande. Les seconds, celui de la publicité. L'un encourageait à se serrer la ceinture en vue du bien commun, l'autre à se baffrer en vue du bonheur individuel. L'un exaltait la fraternité, l'autre exacerbait l'égoïsme. L'un aidait à supporter la souffrance, l'autre la rendait inadmissible. Ouais, c'est frappant ces deux mondes dans lesquels vivent la génération des femmes comme Elena et les générations plus jeunes nées dans les années 2000, qui viennent après justement, qui viennent à un moment où la Russie s'est ouverte au capitalisme et à la publicité et à tout ça. Et alors là, ça n'a plus rien à voir. Mais ce qui m'a le plus touché en fait chez ces deux femmes, c'est le fait qu'Elena n'était pas là à dire à Svetlana ah mais de mon temps tu sais c'était autre chose, c'était autrement plus dur, et puis regarde toi tu passes tes journées dans les centres commerciaux. Non mais enfin, elle acceptait dans une certaine mesure ce changement complet de paradigme, ce changement complet d'habitude. Elle le regardait avec un regard critique, elle était assez lucide là-dessus, mais elle n'accablait pas Svetlana. Dans une certaine mesure, elle la laissait aussi vivre en paix avec son époque. Et j'ai trouvé ça très étonnant et puis aussi très beau, quoi. Mais c'est vrai que en Russie, c'est la cassure générationnelle et bref, et impressionnante et ouais, difficile à rejoindre, quoi. Samuel Adrian, on va laisser la Sibérie, on continue le voyage. Votre 204, vous l'avez abandonné où ? Alors on ne l'a pas abandonnée. Figurez-vous qu'elle est toujours en France. En fait, on l'a rapatriée par cargo parce qu'on a eu une mauvaise surprise à Vladivostok. On ne pouvait pas la laisser là-bas, ou alors à moins de payer une taxe faramineuse. Donc il nous revenait moins cher de la rapatrier. Donc elle roule encore. Donc elle roule encore, vous l'avez rapatriée. Mais vous avez abandonné la 204 à Vladivostok et vous êtes passé au Japon. Oui. Et là, j'aimerais qu'on parle de ce pays, parce que vous attendiez beaucoup du Japon.
Vous le dites, le Japon, une utopie que je peuplais de mes fantasmes. J'aimerais qu'on parle de ce pays et du regard que vous avez porté sur ce pays. Parce qu'encore une fois, tout votre récit de voyage, il a ce regard un peu décalé. On disait un peu à la manière de Nicolas Bouvier. Nicolas Bouvier a adoré le Japon. Vous, quelle relation vous avez eue avec ce pays ? Vous avez été satisfait de tous ces rêves que vous portiez sur le Japon ? Déjà, il y a une première chose à dire, c'est que je connais très mal le Japon, en réalité. Déjà parce que je n'y suis resté qu'un peu plus d'un mois, donc c'est pas assez pour avoir une idée, je dirais, autorisée sur le sujet. Et puis pour une autre raison, c'est que sur un mois et demi à peu près, on est resté un mois à Tokyo. Et donc en fait, découvrir un pays par sa capitale et par une grande mégalopole, c'est ne découvrir qu'un aspect du pays, si vous voulez. Il y a tout un autre aspect du pays que je n'ai pas découvert. Et alors forcément, tout voyageur qui est attiré par la culture japonaise et qui fait un long voyage à Tokyo risque certaines déceptions, certaines déconvenues, parce que c'est aussi une ville tentaculaire. C'est, je crois, si ce n'est la plus grande ville du monde, du moins la deuxième ou la troisième plus grande ville du monde, avec tous les aspects effrayants en fait des mégalopoles modernes, quoi. Oui, mais je vous trouve très modeste parce que vous avez, comme Nicolas Bouvier, je trouve un véritable œil au scalpel, parfois très critique, parfois très lucide, où vous percevez des choses étonnantes. Vous écrivez par exemple « La beauté est scellée au Japon ». La disgrâce des immeubles en béton, le tape à l'œil des publicités sont comme la graine ingrate qui dissuade le vulgaire et protège ici et là de précieuses pépites. La beauté est scellée. Elle est niche, alcôve, tokonoma, tabernacle ou reliquaire. Elle est refuge, oasis ou retraite. Vous avez vraiment perçu, parce que à Tokyo on le perçoit cela, mais pas facilement. Que derrière cette modernité se trouve un fond substrat d'une profondeur, d'une richesse traditionnelle et spirituelle incroyable. Tout à fait. En fait, ce qui est compliqué, c'est d'accepter de changer de grille de lecture. Si on arrive à Tokyo ou même dans d'autres villes du Japon avec les mêmes attentes que dans les villes européennes, on risque d'être déçu parce qu'ils ont moins de scrupules qu'en Europe à raser des vieilles bâtisses, parce que les rues sont parfois assez ingrates. Tokyo est une ville assez laide en réalité. Donc en fait, avec des perles. Avec des perles, tout à fait. En fait, ça n'est pas le même rapport à la beauté. C'est un rapport beaucoup plus intime où on protège quelque part la beauté de l'extérieur, on la cache presque et on l'enclôt, si vous voulez. Parce que l'espace est compté. Vous le dites très bien dans votre livre. Il y a peu d'espace habitable finalement. Tout à fait. Donc, d'ailleurs, les fameux jardins japonais, notamment les jardins zen, sont le meilleur exemple de ça. L'idée est de reconstituer sur un espace en fait assez restreint, parce que ce ne sont jamais des parcs, ce sont des petits jardins, parfois presque des cloîtres. L'idée est de reconstituer sur des petits espaces une image idéalisée et parfaite de la nature. Et d'ailleurs, ces jardins, il y en a partout à Tokyo. Il faut se renseigner, il faut savoir où ils sont, et c'est à l'image, si vous voulez, du rapport de ce peuple à la beauté, quoi. On l'enclôt, on le cache, on le savoure dans le silence et dans la retraite, mais on n'ordonne pas toute une ville ou tout selon un idéal de perspective, comme pour Florence ou les villes italiennes. C'est un rapport plus intimiste. Voilà. Et vous qui aimez le dépouillement, et votre voyage était une quête du dépouillement, au Japon, vous avez retrouvé ce dépouillement ? Dans une certaine mesure, oui, parce que une fois de plus, c'est un pays fascinant parce que effectivement c'est une île. C'est une île montagneuse, donc l'espace est doublement compté puisque les montagnes sont très peu habitées, et donc cette contrainte géographique a forcé pendant des siècles les Japonais à faire avec peu, si vous voulez, et à essayer de rentabiliser cet espace et à compter avec des ressources limitées. Et c'est peut-être une des origines de cette fameuse frugalité japonaise qui n'est pas qu'un mythe en réalité. Et ça c'est très beau. Et d'ailleurs, le pays qui a suivi le Japon dans le voyage, c'était les États-Unis. Et bon, ça a été un contraste assez, pour le coup, assez violent, quoi. Parce que la devise des États-Unis, on se disait que ça pouvait être plus en a mieux c'est, si vous voulez. Et le Japon, c'est rigoureusement le contraire, quoi. C'est faire le plus avec le moins, si vous voulez. Ça se voit dans l'architecture, ça se voit dans leur art graphique, dans leurs intérieurs. Dans leur intérieur, ça se voit dans leur littérature. Le haïku est une petite pépite du réel concentré et toute dépouillée, toute simple.
Donc c'est vrai que c'est un aspect du pays qui m'a profondément séduit. Et comment vous avez vécu, vous et Xavier, le fait d'être pauvre dans une des capitales les plus chères du monde et très riche? Parce que vous n'aviez pas d'argent, très peu d'argent. C'est à la fois une plaie en un sens, parce qu'on manque, on se prive, on traîne d'ailleurs. Il nous est arrivé de dormir sur le trottoir plusieurs fois. On en est à demander, voire à mendier à des amis d'amis si on peut dormir ici ou là. Enfin, c'est vraiment la débrouille, quoi. Et à la fois, c'est un privilège parce que ça nous fait voir la réalité d'une grande ville sous un tout autre angle, si vous voulez, qu'un homme aisé ou ayant tous les moyens de bénéficier des hôtels n'aurait pas vu, justement. Et d'ailleurs, on peut l'appliquer ça pour tout le voyage. Vivre, un voyage avec peu de moyens, c'est voir le monde en fait d'un tout autre point de vue, quoi. Et c'est souvent parce qu'on est contraint à la débrouille et contraint à demander de l'aide, c'est faire des rencontres qu'on n'aurait pas pu faire avant. Et à Tokyo, c'est ce qui s'est passé précisément. On a pu faire de très belles rencontres grâce à notre manque de moyens, en fait, quelque part. Et notamment avec un prêtre des missions étrangères de Paris. Nous enregistrons cette émission dans la bibliothèque des missions étrangères de Paris. Et vous avez rencontré le père Pierre à Tokyo, qui s'occupe de jeunes et qui vous a fait découvrir l'autre réalité de la jeunesse tokyoïte, la difficulté, la pauvreté de certains jeunes à Tokyo. Ouais, absolument. C'est tout le paradoxe de Tokyo et puis j'imagine de toutes les mégalopoles, c'est que vous avez plusieurs millions d'individus qui se côtoient et en fait la solitude y abonde. D'ailleurs c'est effrayant. Et ce prêtre nous a fait rencontrer certains jeunes japonais qui littéralement se crevaient de solitude en fait. 多分私じゃなくていいね余裕のない二人だったし気づけば喧嘩ばっかりしてさごめんねずっと話そうと思ってたきっと私たち合わないね二人きりしかいない部屋でさあなたばかり話していたよねもしいつかどこかで会えたら今日のことを笑ってくれるかな理由もちゃんと話せないけれどあなたが眠った後に泣くのは嫌声も顔も不器用なとかも全部嫌いじゃないのドライフラワーみたい君との日々もきっとSamuel Adrian, une autre partie de ce grand voyage que vous avez mené, c'était de descendre en vélo depuis Vancouver au nord des Amériques, comme on dit, pour aller jusqu'au sud des Amériques. Vous vouliez descendre en vélo. Vous avez fait une partie, puisque vous êtes arrivé jusqu'en Amérique centrale. Qu'est-ce que vous vouliez encore faire tous les deux, continuer, voyager, là, cette fois-ci, avec votre vélo? Alors, donc, d'un point de vue tout simplement géographique, le but était de rejoindre Santiago, au Chili, où nous avions des amis qui auraient pu nous aider à trouver du travail, parce que assez rapidement, il fallait, un peu comme justement à nouveau Nicolas Bouvier, on acceptait l'idée qu'au cours du voyage, on fasse une pause de 6 mois pour travailler et repartir. Et ensuite, on espérait traverser l'Atlantique et remonter toute l'Afrique, et puis à nouveau à vélo, et puis l'Italie et la France à pied. Voilà, donc c'était l'objectif beaucoup trop ambitieux d'ailleurs, mais je pense qu'on s'y serait tenu s'il n'y avait pas eu le Covid. Voilà. Il y a une part de volontarisme au cours de votre voyage. Moi, je l'ai senti en vous lisant. Vous étiez là en train de pédaler, et il y a des moments, tous les deux, vous disiez mais qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on pédale? Oui, absolument. Pourquoi on pédale? C'est le piège du voyage sportif. En fait, Xavier et moi, on a toujours été assez sportifs, et comme tout sportif, il y a cet idéal, d'ailleurs assez stupide puisqu'il n'a pas d'objectif, mais cet idéal du dépassement de soi. Et alors quand on fait un voyage très sportif, et c'était le cas sur nos vélos en Amérique, et qu'on est épuisé, il arrive toujours à un moment où
inéluctablement on se pose la question mais à quoi bon? Mais à quoi bon d'ailleurs ce dépassement de soi? Mais à quoi ça rime quoi? Si c'est pour se faire frôler toute la journée par des semi-remorques, aboyer dessus, être dans des départementales qui puent, enfin à quoi ça rime si vous voulez? Vous avez un passage très intéressant, la page 202. Vous dites mais nous autres, forçats de la route, nous devons repartir en plein cagnard. Pourquoi? Parce qu'il faut avancer. Pourquoi avancer? On creuse un peu, on comprend que c'est parce qu'on désire la fin. La vérité est qu'on veut rentrer chez soi. On voyage pour en finir avec le voyage. Ça, c'est un état d'âme que l'on a momentanément pendant le voyage, ou c'est une relecture. Ah non, il y a des moments de découragement, hein. Il y a des moments moi j'appelle ça des moments d'acédie, quoi, des moments où on ne comprend plus ce qu'on fait sur la route et on se dit qu'on est parti pour de fausses raisons. On se dit qu'on est parti par idéalisme, par illusion, parce qu'on s'imaginait que le voyage était formidable. Et en fait, très concrètement, quand on a le cul sur la selle et qu'on en bave, on se rend compte qu'en fait c'est parfaitement vain, quoi. Et donc il y a des espèces de moments où la raison du voyage, toutes les belles raisons et qui existent en fait de voyager, nous échappent, nous partent comme de la fumée et on se retrouve seul avec le... Ce que je veux bien comprendre, Samuel Adrian, c'est que ça, c'est quelque chose que l'on ressent forcément quand on voyage longtemps, qu'on a des moments de découragement, mais qu'il faut les dépasser et que à ce moment-là revient le goût et le charme du voyage. Ou est-ce que c'est une relecture que vous avez et vous vous dites finalement tous ces grands voyages, ces grandes traversées à pied d'un continent ou en vélo d'un continent, c'est vain. Non, c'est vain. En réalité, ce passage, par exemple, que vous avez cité, je l'ai presque écrit noir sur blanc sur mon journal. Si c'était pas ces termes-là, c'était des termes analogues. Et c'est précisément parce que j'ai voulu être fidèle à certaines émotions de découragement, voire d'acédie très c'est un sentiment très très Alors, fort assez que j'ai voulu en parler. Ok, je traduis acédie pour ceux qui connaissent pas. C'est un mot monastique. Vous aimez bien, vous avez une bonne culture judéo-chrétienne, j'ai l'impression, Samuel Adrian. Et l'acédie, c'est le dégoût des moines. C'est-à-dire le dégoût au sens où, dans la vie monastique, par moment, on n'a plus le goût de rien, plus le goût de la liturgie, plus le goût de la prière, plus rien. Et les moines disent, il faut passer par là, mais dépasser cette acédie. Vous avez connu l'acédie du voyage. Oui, c'est une phase de découragement, on ne comprend plus très bien à quoi ça rime. Mais je crois que c'est assez classique et j'imagine que tout engagement a sa période de découragement. J'imagine que même un couple qui a décidé de se marier, passer certaines années, il se dit, mais en fait, c'était complètement ridicule cet engagement, ça n'a pas de sens. Enfin bref, c'est un enfer, pourquoi s'obstiner? Mais effectivement, il faut le dépasser. Et parfois, le soir même du moment où on a éprouvé ce découragement, on vit un moment exceptionnel, on fait une rencontre inoubliable qui nous confirme en fait que le voyage est une expérience qui vaut la peine, si vous voulez. Il y a quand même des chants d'amour à la beauté du voyage dans votre livre, je tiens à le préciser, notamment la traversée de la Californie. Comme il est bon de voyager sur les terres de la Californie. Donc il y a eu des moments quand même de joie. Mais quand même, quand on vous lit, il y a beaucoup de questionnements sur finalement, est-ce que ça vaut le coup de voyager? Est-ce que c'est nécessaire de voyager? Vous qui avez beaucoup voyagé maintenant, vous diriez quoi? C'est nécessaire de voyager? Je ne sais pas si c'est nécessaire, puisque des tas de gens s'en passent et des gens que j'admire s'en sont passés, n'ont pas forcément quitté l'Europe et s'en sert très bien, mais je pense que ça apporte énormément, si vous voulez. Et moi, une des choses parmi d'autres, mais qui sont pour moi une des perles du voyage, c'est de comprendre que des gens qui sont nés dans de tout autre pays avec une culture radicalement différente peuvent être avec moi en total désaccord, mais ça ne veut pas dire pour autant que lui ou moi avons tort. En fait, c'est cette idée que nous pouvons être plusieurs à avoir simultanément raison, mais dans des cultures ou dans des religions différentes. Et ça, c'est le voyage qui vous l'a enseigné. Notamment le voyage. Pas seulement les lectures. Vous êtes un grand lecteur. J'imagine qu'on peut en arriver aux mêmes conclusions par l'étude ou par la rencontre, mais je pense qu'il n'y a pas de meilleure école que le voyage pour ça, parce qu'on est plongé dans un monde différent qui nous force en fait à lâcher les lunettes de notre propre culture et essayer de comprendre différemment les choses. Ne serait-ce que ça, c'est une source de sagesse extraordinaire. Samuel Adrian, le voyage, pour vous, c'est une quête spirituelle.
Alors je vous pose cette question directement parce que vous aviez déjà écrit un livre qui s'appelle Le syndrome Tom Sawyer, où vous avez raconté votre marche comme pèlerin gyrovague de Paris jusqu'à Jérusalem, où vous étiez en fait en quête spirituelle quelque part et vous êtes revenu non-croyant. Ce voyage-là a changé quelque chose et est-ce qu'il était d'une autre manière sans être sur un chemin sacré mais une quête spirituelle? Oui, on en a parlé en début d'émission, mais en fait, je ne conçois pas de voyage qui ne soit pas d'une manière ou d'une autre un cheminement spirituel. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est la manière la plus intéressante, la plus passionnante de vivre son voyage que de le vivre de cette manière-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quête spirituelle en fait, dans le voyage. C'est essayer de se recentrer sur l'essentiel et de se demander précisément ce que l'animal humain fait sur Terre et ce que nous, en particulier, en tant qu'individus, on a à apporter à nos frères les hommes, quoi. Et le voyage aide à se poser ces questions et aide dans une certaine mesure à y répondre. Ce voyage-là, à la différence du premier, m'a beaucoup apporté parce que c'était un voyage où nous étions deux. Et ça, c'était une de mes grandes surprises. Je m'étais juré de continuer à voyager seul parce que je trouvais que c'était le meilleur moyen justement de s'interroger et de se sonder soi-même. Et là, c'était une très belle surprise. C'est précisément la présence de cet ami. Vous êtes amis, cousins, c'est presque un frère. Enfin, vous êtes très proches. On le sent. Il y a une amitié très forte. Absolument. Et c'est notre dialogue, moi, qui m'a énormément fait. Mais lui, très progresser. croyant. Lui est très croyant. Très croyant, chrétien. Souvent, il prie. Et vous, à côté, vous êtes quoi, le Nietzschéen de service? Oui, alors parfois par contraste et par goût d'opposition, je penchais dans l'extrême inverse, mais c'était plus simplement de l'agnosticisme, on pourrait appeler ça comme ça. Mais j'admire d'ailleurs toujours profondément justement mon cousin. Et ce voyage a été l'occasion pour moi de me débarrasser, disons, d'un regard assez adolescent, nietzschéen et très sévère sur la foi, pour voir en fait tout ce qu'elle recèle de force, de beauté, de dévouement et de noblesse, quoi. Et ça par des rencontres durant ce voyage? Par des rencontres et en fait par le dialogue à bâton rompu que j'ai eu avec mon cousin, si vous voulez. C'était un dialogue, en fait, et parfois c'est simplement de voir l'autre vivre, en fait. D'accord, mais ce dialogue, vous auriez pu l'avoir en restant en région parisienne. Pas tout à fait, parce que c'est quand même une expérience assez unique aussi dans une existence, pendant 15 mois d'être H24 avec quelqu'un. Ça, c'est très étonnant. Et donc avec cet ami, il suffit de le voir vivre et on en apprend déjà beaucoup sur ce que c'est que la foi. Et voilà. Et donc ça m'a beaucoup interloqué, beaucoup interrogé. Il y a un passage dans votre livre qui dit beaucoup de choses sur ce que vous avez essayé de vivre ensemble. Vous dites: on croyait agir à sa guise, mais on suivait une pente. Et notre pente, à Xavier comme à moi, c'était une constante recherche de liberté intérieure, qui nous condamnait à être insatisfaits de nous-mêmes tant que nous n'aurions pas la force de nous libérer de ces trois entraves: l'obsession du confort, la peur de la mort et la vanité. Quel programme. Pas facile de se libérer. Non. De l'obsession du confort, c'est ce que vous aviez fait globalement, puisque vous avez vécu dans des conditions difficiles. La peur de la mort, on peut se libérer de la peur de la mort? Je ne sais pas si cet idéal d'apathie et d'impassibilité devant la mort est atteignable, mais je crois que certains individus ont réussi à aller au-delà de cette peur de la mort, et c'est justement le fait qu'ils aient accepté qu'ils étaient mortels et qu'ils allaient mourir qui leur donne en réalité une force et une lumière extraordinaire. Oui, et puis des approches de la mort très différentes. Vous parlez notamment du Mexique. Les Mexicains ont un rapport à la mort qui n'a rien à voir, tout à fait, qui est beaucoup plus festif que le nôtre. Ils ne sont pas... c'est la nature, la mort. En fait, ils sont beaucoup plus proches quelque part de la réalité que nous. La mort fait partie de la vie. Et à partir de là, on peut la fêter. Visage, l'expression de l'être. Samuel Adrian, on arrive à l'issue de cet entretien. Le retour.
Les retours de voyage sont toujours difficiles. Mm. On le voit même quand on part 15 jours en voyage, qu'on revient et qu'on essaye de partager ce qu'on a vécu avec des amis ou de la famille. C'est difficile. Quand on revient de 15 mois d'un tel voyage, comment ça s'est passé ce retour? Alors, ce qui était assez amusant avec notre retour, c'est qu'il a été précédé de 3 mois de confinement. Donc en fait, on n'a pas été arrêté en plein élan, si vous voulez. Il y a déjà eu 3 mois de vie sédentaire avant notre retour. Donc on s'était déjà réacclimaté à la vie sédentaire avant de revenir. Mais vous étiez coincé c'est ça, aux États-Unis, ouais. Chez une personne qui vous a accueilli aux États-Unis. Absolument. Mais le retour, malgré tout, était assez... en fait, était à la fois merveilleux et difficile. Difficile parce que quelque part, on constate qu'on remet assez facilement ses pieds dans les pantoufles qui nous attendaient et qu'on retrouve des gens qui n'ont pas quitté leurs pantoufles. Voilà, qui n'ont pas quitté leurs pantoufles et donc c'est de ce point de vue-là, c'est pas évident. Et à la fois, c'est une joie immense. Parce que on retrouve des êtres aimés qu'on a. Mais on peut partager ce qu'on a vécu ou c'est impossible de partager? Non, moi je crois pas. Enfin, je crois précisément que le désir d'écrire, je crois pas, pardon, que ce soit possible de partager. Enfin, dans une certaine mesure, le désir d'écrire vient de cette envie de faire un peu comprendre ce qu'on a pu vivre. Il faut le vivre, non? Mais c'est pas des expériences qu'on doit vivre. Oui, personnellement. Absolument. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a de très belles amitiés entre voyageurs, c'est qu'ils se comprennent intimement sans avoir à expliquer d'ailleurs ce qu'ils ont vécu. Vous dites à la fin du livre que vous êtes de retour en France, vous partez marcher 3 jours dans les Cévennes. Et vous écrivez 3 jours de marche dans les Cévennes, autant de joie qu'en 15 mois de voyage autour du monde. Comment comprendre ça? Pas besoin de partir finalement et qu'on est bien mieux en France? C'est-à-dire qu'en fait, les plus grandes joies que nous apporte le voyage, on peut effectivement les vivre sur un beau sentier de randonnée en France. Pas la peine si vous voulez, d'être à l'autre bout du monde pour trouver la beauté. Mais on comprendra jamais ce que vous avez perçu au Japon, par exemple, en restant dans les Cévennes. Non, c'est vrai. C'est vrai, mais en termes, si on prend le voyage comme une expérience de détachement et de simplicité, un simple désir de vivre plus simplement et de se rapprocher de la nature, quelques jours dans les Cévennes sont amplement suffisants. Voilà. Il faut voyager pour être heureux ou pas? Je pense pas. En fait, je pense que le voyage rend plus amer encore qu'heureux. Le voyage réserve des grands moments d'exaltation, mais peut-être que si l'objectif est le bonheur, alors peut-être qu'on ferait tout simplement mieux de rester chez soi. Mais reste à savoir si l'objectif est le bonheur. Peut-être qu'on n'est pas ici pour être heureux. Voilà. C'est pour ça que vous écrivez à un moment, il n'y a de paix et de liberté qu'en soi-même et en Dieu. Écrivez-vous, vous l'agnostique. Vous croyez vraiment? Il n'y a de paix et de liberté qu'en soi-même et en Dieu. Et en Dieu, c'est la concession. On peut être en paix, si je vous entends bien, aussi bien en voyageant qu'en ne voyageant pas, si on est en paix avec soi-même et avec Dieu. Oui, enfin pour moi c'est une évidence. Enfin et puis il faut tout pour faire un monde. Il faut des gens qui s'agitent comme des hamsters dans leur roulotte comme les voyageurs. Et puis là c'est une image très négative du oui, voyageur. assez négative, mais il y a une part d'agitation et de divertissement au sens pascalien du terme dans le voyage. Il faut le reconnaître. Et c'est pour ça que paradoxalement moi qui aime le voyage et qui voyage beaucoup, j'ai en fait beaucoup plus d'admiration pour celui qui renonce au voyage et au monde en s'enfermant dans une cellule de moine pour voilà. Mais vous ne pouvez pas le faire. Non, je ne me sens pas capable de ce renoncement. Ce qui veut dire, vous allez repartir voyager ou pas? Oui, il y a quelques projets. Voilà. Je n'ai pas encore atteint parfaitement à l'idéal du renoncement auquel j'aspire. Merci beaucoup, Samuel Adrian. Vraiment, merci pour cet échange. Et puis, je recommande vraiment ce livre, Une année sur la route, un livre de voyage qui n'a rien à voir avec beaucoup de récits de voyage comme on peut trouver dans les librairies spécialisées dans le voyage. Une année sur la route aux éditions Les Équateurs. Au revoir, Samuel Adrian. Au revoir, merci. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, réalisation technique Philippe Faure.